Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et Maya, termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons une immense invitée que nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J. Je cite Émilie Frèche. Émilie, bonjour. Bonjour. Maya. Émilie. Merci pour cette introduction qui me flatte. Alors, c'était il y a 10 ans, les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. On s'en souvient tous. Ils lançaient un énième défi à la liberté d'expression et à la lutte contre l'antisémitisme. Alors cette haine, elle s'est de nouveau manifestée, notamment à l'école, le lieu de la liberté de penser par excellence. Je pense notamment à Samuel Paty, ce professeur décapité le 16 octobre 2020 pour avoir justement, comme Charlie Hebdo, montré les caricatures du prophète et dont le procès vient de se terminer. Alors, que révèle l'autopsie de ce drame ? Quels en ont été les rouages et comment en est-on arrivé là ? Au-delà des peines prononcées, que dit le verdict sur la posture de la justice concernant la pénalisation des campagnes de haine ? Pour en discuter, nous recevons Émilie Frèche. Émilie, vous êtes l'auteure de nombreux romans, tout d'abord sur les rapports familiaux, amoureux et sur l'identité, mais vous avez aussi beaucoup écrit sur la justice sociale et sur l'antisémitisme, sous forme d'ouvrages ou de scénarios de films. Votre dernier ouvrage, Le Professeur, est paru en 2024. Il porte sur l'assassinat de Samuel Paty. Et la même année, vous avez participé à l'ouvrage qui s'appelle Le cours de Monsieur Paty, écrit avec Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Et surtout, vous avez suivi toutes les audiences des 7 semaines de ce procès historique, de ce procès de Samuel Paty. Alors avant de vous entendre sur le procès Paty, Émilie Frèche, racontez-nous par quoi tout a commencé et en fait comment vous êtes-vous mise à écrire ? Tout a commencé par le mensonge d'une adolescente de 13 ans et demi qui a fait sienne, elle avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion parce qu'elle était très absente, insolente, etc. Et pour justifier cette punition, elle a fait sien le discours d'une de ses camarades dans l'autre classe de 4e qui avait été gênée, embarrassée d'avoir été mise dans une situation de sortir de la classe parce que Samuel Paty, prenant soin de ses élèves dans un souci de protection, leur avait proposé de détourner le regard ou de sortir quelques minutes avec la ESH qui était présente dans la classe pour montrer ces caricatures du prophète. Et donc, en gros, elle s'est positionnée comme une jeune musulmane fière de sa culture et de sa religion et qui refusait qu'on blasphème. Et son père a pris le relais de cela. Il a fait des messages et puis une vidéo. Par ces messages, il a d'abord mis des messages pour désigner Samuel Paty comme un blasphémateur. Il a été contacté par le président du collectif Cheikh Yassine, donc le fondateur du Hamas. Du Hamas, oui. Voilà, donc il était le président de ce collectif en France depuis 2004. Et par le biais de ce collectif, il faisait des campagnes d'intimidation dans les collèges. Donc c'est là où on voit bien que les ennemis des Juifs sont aussi les ennemis de la liberté et de la République. Et en fait, Samuel Paty a été désigné comme un blasphémateur. Nous étions en plein procès des attentats contre Charlie Hebdo. Des fatwas avaient été prises contre les blasphémateurs par Al-Qaïda au Yémen, en Syrie, en Irak. Et donc, évidemment, Anzorov, le terroriste tchétchène de 18 ans, avait été nourri par cette djihadosphère. Et il a trouvé dans cette vidéo une cible idéale. Et c'est comme ça qu'il est venu au collège pour le tuer et le décapiter. Et alors vous, pourquoi vous êtes saisi en fait de ce sujet ? Comment vous en êtes arrivé à vouloir vous impliquer, vous engager en fait avec Michael Paty sur ce drame en fait ? Je pense que ce qui m'a tout de suite touchée, c'est la question de l'injustice qui, je crois, traverse tout mon travail, que ce soit mes romans, mes films, mes pièces de théâtre.
Et cette exclusion est aussi le côté kafkaïen, parce qu'en fait, il a dû s'excuser d'une faute qu'il n'avait pas commise. Il a été isolé, même s'il a été soutenu par beaucoup de professeurs, ça il faut le dire, et même par la principale qui a été présente. Il n'a pas été soutenu par l'éducation nationale. Il y a vraiment un problème systémique de pas de vague qui a fait qu'on n'a pas regardé la menace en face. La seule menace qu'on a regardée, c'est celle qui était proférée par l'islamiste Abdelhakim Sifrioui, d'organiser une manifestation devant le collège. Donc en fait, l'éducation nationale a traité ce problème comme si c'était un problème pédagogique, alors que c'était un problème terroriste. Et ça, ils le savaient dès le premier jour, puisqu'ils avaient affaire à un fichier S. Donc c'est tout ça qui m'a intéressée. Et ayant fort des 2 livres que j'ai écrits, et le professeur et le cours de Monsieur Paty, au moment du procès, je me suis dit, il faut absolument que je le couvre. Et donc, j'ai proposé au journal Le Point, de le couvrir. Donc, j'ai été accréditée par Le Point. Et l'idée, c'était vraiment de porter un regard, pas de chroniqueur judiciaire, mais plus d'auteur sur ce procès, en anglant vraiment mes papiers, en essayant de faire des ponts avec ce que je connaissais. Et puis surtout, d'avoir ce point de vue très particulier, d'être auprès de Mickaëlle Paty, puisque à chaque fois qu'elle était présente à l'audience, j'étais assise sur les bancs des parties civiles à côté d'elle. Et c'est vrai que ça donne un éclairage différent. Vous êtes à 5 mètres du box des accusés. Vous entendez des choses qu'on ne peut pas entendre plus loin dans la salle quand on est sur les bancs de la presse. Donc, par exemple par exemple, le premier jour, des proches d'Abdelhakim Sifrioui, des imams qui venaient témoigner pour lui, ont eu, je peux dire ce mot, un peu l'indécence de venir s'asseoir sur les bancs des parties civiles, parce que le premier jour, en réalité, c'est tous les témoins qui vont intervenir dans le procès sont auditionnés pour que le président leur donne leur heure de passage et la date. Et si vous voulez, Mickaëlle Paty, elle a eu cette phrase, ces imams étaient assis juste derrière sa sœur Gaëlle, et elle a interpellé un CRS en disant, ces gens-là n'ont rien à faire, c'est la défense, ils n'ont rien à faire sur le banc des parties civiles. Je vous rappelle que mon frère a été assassiné dans le dos. Ah ouais. Et c'était et ce genre de choses qu'on entend, qui sont très marquantes, qui témoignent. Et quelle aussi. a été la réaction du CRS? Ils les ont déplacés. Voilà. Mais si vous voulez, ça témoigne aussi du traumatisme de ce que c'est et de la dureté psychologique d'un procès qui vous oblige à partager votre espace vital avec ceux qui ont brisé votre vie. Mais oui. Alors justement, donc ce procès, quels sont finalement les points clés qui vous ont marqué? Alors vous racontez notamment cette anecdote qui en dit beaucoup sur le courage aussi de Mickaëlle Paty. Je sais que dans vos papiers, vous avez parlé aussi des concepts de la radicalisation en fait. Ça fait écho aussi à votre film. Voilà, dites-nous un peu ce que vous retenez finalement. La prégnance des réseaux sociaux et du numérique, le fait que en fait, c'est très difficile. On n'est pas du tout armé. Les enquêteurs n'étaient pas du tout armés pour faire face à ce mode opératoire qui correspond à la modernité. C'est-à-dire que les conversations commencent sur WhatsApp, elles se poursuivent sur Snapchat et puis elles vont sur Instagram. Le fait aussi que ce soit des reels ou des stories qui ne durent que 24 heures, donc il n'y a pas de traçabilité. Donc tout ça, voilà, je trouve que c'était vraiment une photographie d'un crime contemporain. À cause de la prégnance des réseaux sociaux, le terroriste a été alimenté par la djihadosphère qui vient de contenus qui sont faits sur zone et qui sont directement dans les foyers français. Samuel Paty a été ciblé par des vidéos qui ont viralisé. Les élèves avaient vu ces vidéos. C'est la raison pour laquelle ils ont désigné Samuel Paty au terroriste. Donc voilà, ce volet-là, très fort. Deuxième point que je retiens de ce procès, qui est vraiment le fait que a été démasqué pour moi dans ce tribunal la stratégie des frères musulmans, qui est ce discours victimaire et cette utilisation du mot islamophobie comme un cheval de Troie pour attaquer nos valeurs sous couvert de lutter contre les discriminations. Donc je trouve que c'est l'angle le plus intéressant et le plus urgent à développer, à combattre avec la jeunesse, leur expliquer que
il y a des discriminations, il faut les combattre, mais ce n'est pas en empêchant de faire vivre la liberté d'expression ou la laïcité qui nous protège tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre croyance, qu'on y arrivera si on veut lutter contre le racisme, et notamment contre le racisme anti-musulman, et il faut le faire. Il faut lutter contre la discrimination à l'embauche, à l'emploi, au logement, mais c'est pas en nous empêchant d'être des gens libres. Et d'ailleurs, je pense que la clé se trouve aussi finalement dans le langage, parce que je ne suis pas experte, mais lorsqu'on dit islamophobie, c'est la critique de l'islam, c'est pas la critique des musulmans finalement. Et ça, c'est le droit au blasphème de critiquer une religion. Alors, je ne parlerai pas de droit au blasphème parce qu'on est dans une société laïque et donc le blasphème n'existe pas, il n'a pas de sens. Oui. Et ça, c'est important de le rappeler, bien sûr. C'est important de le rappeler. J'ai perdu le fil, pardon. Oui, ma question, c'était de dire que finalement, cette confusion entre critiquer une religion et critiquer les croyants, elle se loge même dans le mot. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'elle ne se loge pas dans le mot ? Vous parlez des mots, c'est très important. Le pouvoir normatif des mots et le fait de les répéter, ça devient une réalité. Moi, j'ai été réparée par le verdict. Et pas par le verdict, par la motivation du président dans ce tribunal. Parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, je trouve qu'on assiste à l'assassinat des mots. Je veux dire, moi, je suis écrivain, je suis très attachée. Enfin, forcément, je travaille sur les mots et donc les mots ont énormément d'importance. Et je me rends compte que tout est utilisé pour dire tout et son contraire. Voilà, tout et n'importe quoi. Dès qu'on n'est pas d'accord, les mots sont galvaudés. Voilà, je suis d'accord. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il est d'extrême ou droite. Tout le monde aujourd'hui est fasciste. Tout le monde est terroriste. Le mot de génocide, ça correspond à quoi le mot de génocide ? La définition pénale, la définition juridique, de revenir aux termes, aux faits, à la matérialité des faits. Et ça... Voilà, le président du tribunal a dit, voilà, la défense, on vous a écouté pendant cette semaine. Et en fait, vous ne pouvez pas sortir de ces 7 semaines d'audience en nous expliquant que vous avez lutté contre l'islamophobie et que vous êtes des lanceurs d'alerte. On n'est pas des lanceurs d'alerte quand vous avez en fait édicté une fatwa numérique contre cet enseignant. Et sans votre vidéo, il n'y aurait pas d'assassinat terroriste de Samuel Paty. Et vous avez votre part de responsabilité dans l'enchaînement causal. Et ça, de l'entendre, c'était très important. Mais ça n'a pas empêché l'avocat de la défense de sortir de ce verdict et à la presse de dire que la première victime de ce verdict, c'était la liberté d'expression. Que en fait, maintenant, on ne pouvait plus rien dire. Et que mais ça, on est dans la perversité quand on entend ça. Exactement. Et c'est notre combat aujourd'hui. Mais oui. Parce que tout passe par les mots. Surtout qu'il y a eu un autre professeur assassiné à la suite de cela, enfin entre-temps. Oui, il me semble que c'était le 13 octobre 2023. Exactement, 3 ans pile après la mort de Samuel Paty. Et son procès va être très intéressant parce qu'en général, on ne les a pas vivants, les terroristes. Donc lui, 1 an après, en garde à vue, il a dit qu'il avait clairement ciblé ce professeur d'histoire parce qu'il enseignait les valeurs de liberté, des Lumières, et que c'était cela qu'il combattait. Voilà. Et nous, on a un ennemi qui est pour moi l'obscurantisme. Et ce fondamentalisme, il a plusieurs volets. Porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à la laïcité, porter atteinte... et puis l'antisémitisme aussi est un des volets de cet obscurantisme. Je pense à ce que vous dites sur finalement les mots, parce qu'on a tendance à dire il y a celui qui a fait, puis on peut dire des choses sans forcément porter atteinte. Et ce que vous racontez finalement, c'est qu'une campagne de haine, même si on n'a pas pris le couteau, et là, on est aussi coupable. En fait, j'y pense parce que je fais le lien avec Ilan Halimi, qui était un autre en fait de votre engagement très fort. Vous avez fait 2 productions là-dessus, et moi personnellement, Ilan Halimi, c'est un des crimes antisémite qui m'a le plus frappé. Je pense que je suis à peu près aussi le même âge, enfin la même génération que lui. Et c'était vraiment de montrer que les mots tuent. C'est-à-dire quand on dit les juifs sont riches, et moi le nombre d'amis qui m'ont dit mais c'est bon, on rigole. En fait, on rigole pas du tout. Parce qu'à force de dire les juifs sont riches, et c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire on dit des choses et puis après il y a des gens qui meurent. Et c'est exactement ça. Mais la version moderne, c'est on fait un Reels
Et après, il y a des gens qui meurent derrière. Oui, oui, exactement. Alors, on a eu affaire aussi à des accusés. Je pense notamment à un accusé, Luc Maringar, qui venait de La Réunion et qui, lui, était élève infirmier. Et le soir, il avait un pseudo et quand il rentrait chez lui, et il échangeait du contenu djihadiste très, très violent. Et en fait, il y a un processus de déréalisation qui a été le cas aussi chez les élèves de 14 ans qui ont désigné Samuel Paty. Ils ont dit à la barre, oui, on savait que le terroriste allait l'humilier et le punir un peu pour avoir blasphémé et qu'il allait être filmé. Mais pour nous, c'était pas si grave parce que de toute façon, on se filmait en faisant nos bagarres et après, on se les mettait sur Snap. Et là, on se dit qu'il y a un réel problème. Comme si les réseaux sociaux n'étaient pas la réalité, en fait. C'était une réalité parallèle. Mais ça, c'est le même mécanisme, en fait, dans le cyberharcèlement. Toutes les victimes de cyberharcèlement disent « Mais Internet, c'est la vraie vie, en fait. » Voilà. Et là, on le voit aussi. Oui, tout à fait. On en conclut quoi, Émilie Frêche ? Moi, je suis sortie enrichie et je suis ressortie plus forte de ce procès, notamment par les motivations du verdict. Je trouve que dans cette affaire, l'éducation nationale a failli totalement. Les renseignements territoriaux ont failli. La société a failli. Mais je trouve que la justice a été là, dans ce verdict, de manière très forte, très claire. Elle a dit, on ne touche pas à l'école de la République, on ne touche pas à la laïcité, et les peines sont fortes. Voilà, je parle vraiment des auteurs de la campagne de haine. Je suis plus réservée pour ceux qui ont été condamnés pour complicité parce que je trouve que on peut voilà, peut-être que en tout cas moralement, je ne sais pas si mon jugement moral vaut pour un jugement pénal. Et il faut distinguer la morale du droit. C'est pas la même chose. Mais je trouve que c'est moins grave la complicité matérielle, si je puis dire, surtout quand je trouve que l'intention est très fragile dans sa preuve, que ces gens qui ont un agenda politique en tête, je pense aux militants islamistes qui était le président du collectif Cheikh Yassine et qui avait, on a retrouvé pas moins de 11 numéros de téléphone appartenant à des hauts dignitaires du Hamas dans son téléphone. Il savait très bien ce qu'il faisait. 15 jours avant, 2 journalistes avaient été attaqués à la feuille de boucher dans la rue des anciens locaux de Charlie Hebdo. Voilà, donc ça, je trouve ça grave et j'en sors quand même renforcée. C'est une jolie conclusion d'en sortir renforcée. Émilie Frêche, restez avec nous. Moi, j'ai quelques questions pour Maya Terminacian, donc de la section Viso à Vive. Arrive une grande campagne de charity pour la Viso les 2, 3 et 4 février. Maya, 72 heures pour les mettre à l'abri. Pour mettre qui à l'abri ? Oui, alors, un peu de contexte. La Viso, en Israël, en fait, les services de la petite enfance reposent beaucoup sur les associations, puisque l'école obligatoire commence à 5 ans. Oui. Et la Viso est un des premiers partenaires de l'État d'Israël, car les crèches de la Viso, c'est vraiment... ça fait partie... Enfin, tout le monde connaît les crèches de la Viso, oui. Et c'est un enfant sur 3 qui va, dans sa vie, aller dans une crèche de la Viso. Donc, il faut vraiment savoir que en soutenant la Viso, vous soutenez quand même tout un pan en fait, de la petite enfance. En tant que mère de famille, j'imagine même pas le drame que c'est de commencer l'école obligatoire à 5 ans. Si on n'a pas de mode de garde, les 5 premières années peuvent être un peu douloureuses. Donc voilà, moi, c'est aussi un peu pour ça que ça me parle. Et donc du coup les crèches de la Viso, voilà, quelque chose d'important, notamment en ce moment où en fait il y a tout un pan en fait du budget de l'aide sociale qui est, et on le comprend facilement, consacré à des besoins de défense. Voilà, donc ça c'est peu le cadre. Et alors donc le pays étant en guerre et recevant des missiles, il faut que les crèches aient des abris blindés. Oui, alors en fait, effectivement, ils n'ont pas attendu cette guerre pour mettre en place des abris blindés dans les crèches. Maintenant, oui. Pour le bien-être des enfants, l'idée c'est de faire de ces abris un endroit où ils peuvent conduire leurs activités pédagogiques et pas une salle angoissante en fait, juste avec Exactement. Des murs sécurisés.
Donc l'idée en fait c'est de construire des abris avec tout le matériel d'une crèche pour que ce soit une salle à part entière d'une crèche, parce que les alertes sont fréquentes et il faut que les puéricultrices puissent continuer à lire l'histoire, à faire la pièce de théâtre ou à donner le repas des enfants dans ces pièces-là, qu'elles soient même utilisées d'ailleurs en dehors d'une alerte ou quoi, pour que ce soit dans la continuité finalement de la vie de ces enfants-là. Alors pour cela, il faut des sous, d'autant plus qu'il y a une crèche qui n'a pas encore d'abri à Ramat Gan. Oui, c'est ça. Donc là, l'idée pour rendre l'appel aux dons plus concret, on a décidé de consacrer ça à la crèche. Donc elle s'appelle Piankowski. C'est une crèche qui se trouve à Ramat Gan, qui accueille donc presque une centaine d'enfants entre 3 mois et 3 ans. C'est énorme. Et l'idée, voilà, c'est qu'on réunisse 150 000 € pour financer donc la construction de cet abri. Cette somme, elle peut sembler importante, mais en fait, c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait un abri aux normes. Et je sais qu'on cherche tous en fait des moyens d'aider. Il faut savoir aussi que la Viso, c'est un des 4 organismes en France qui peut envoyer directement de l'argent en Israël, qui n'a pas besoin de s'appuyer. Donc, je vous le dis, il y a Magen David Adom, la Viso, le Keren Hayesod et le Fonds social. Les autres associations, en fait, du point de vue de la loi anti-blanchiment bancaire, doivent s'appuyer en fait sur donner à d'autres associations qui, elles, donnent à Israël. Donc, il faut savoir que quand vous donnez à la Viso, ça va directement en Israël. Les frais de fonctionnement de la Viso sont financés uniquement par les cotisations des membres en France. Donc, il n'y a pas un seul euro que vous allez donner les 2, 3 et 4 février qui ne vont pas aller pour la construction de cet abri. Alors c'est très important que, surtout étant donné l'actualité, que cette crèche est un véritable abri dans lequel les enfants et les jardinières d'enfants puissent se protéger. Donc c'est à Ramat Gan, c'est la crèche Piankowski et c'est les 2, 3 et 4 février. Et ce qui est important, c'est que dans cette campagne, chacun de vos dons sera doublé. Alors pour ça, on va sur viso.org. Viso.org et vous aurez toutes les informations. On les fera aussi circuler sur les réseaux sociaux puisque on a vu que les réseaux sociaux pouvaient mener au pire mais aussi au meilleur. Voilà. On l'a vu, voilà. Donc on compte sur vous. C'est vraiment une campagne importante. Merci beaucoup. Maya Termination et merci Émilie Fraiche d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci.